Sabrina, enfin, il n'y a pas de mots, en fait. C'est révoltant, j'allais dire, c'est dégueulasse, enfin, c'est innommable. On pense aux victimes. Et c'est vrai, j'ai noté cette phrase de Céline Pina, c'est le crime élevé au rang d'art. Mais c'est vrai que dans son analyse, elle n'a pas tout à fait tort. Enfin, c'est hallucinant. Cette histoire est hallucinante. Ouais, hier soir, je vous ai parlé, cher Thierry, de la fenêtre d'Overton. Et on est vraiment... c'est plus qu'une dystopie, là. C'est morbide. On est vraiment dans ce qu'on pensait comme postulat, comme étant de l'impensable. Et on est arrivé aujourd'hui à la mise en œuvre par des politiques publiques. C'est ce qui se passe en ce moment concernant les Juifs dans le monde. C'est proprement, vous l'avez dit, innommable, inanalysable. Je ne sais même plus quel qualificatif employer. Tant déjà cette semaine, nous avons égrené un nombre incalculable d'actes antisémites. Jusqu'à cette histoire de film de Toronto, où effectivement Céline a parfaitement raison. Ils sont en train d'anoblir, voilà, le pogrom du Hamas et de le respectabiliser et de lui octroyer presque une personnalité morale. Il la considère quasiment comme un opérateur économique à qui on doit des droits d'auteur. Nous en sommes là. Moi, je veux dire, il y a des attaques sémiologiques très fortes. Je me souviens par exemple de l'enterrement des bébés Kfir avec ces terroristes qui étaient là devant les caveaux de ces bébés. Je me souviens des chanteuses qui se sont produites à l'Eurovision sous très haute protection policière digne d'un chef d'État. Je me souviens du viol de cette petite fille en raison de sa judéité. Je veux dire, ces images, ce matraquage d'images qui érige le Hamas comme étant une occasion de résistance. Tout ça passe par le langage qui devient inopérant, par l'image qui est tronquée, par cette guerre informationnelle, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans un festival de films d'un pays occidental, c'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, encore une fois, on respectabilise non pas l'antisémitisme, mais le terrorisme islamiste. C'est encore pire, on passe un échelon au-dessus même d'une simple attaque verbale. On est vraiment là dans l'embellissement, l'anoblissement, la respectabilité du terrorisme. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour franchir l'ignominie et comme action et réaction de la part de nos politiques pour enrayer vraiment cette dangereuse dérive. Vraiment, les mots sont difficiles. Il n'y a pas de limite, en fait. Voilà, c'est-à-dire, exactement, c'est la fenêtre d'Overton. C'est la fenêtre d'Overton qui... il y avait un film dont je ne me souviens plus le réalisateur qui parlait justement, qui prenait ça comme exemple par celui du cannibalisme et comment le cannibalisme a été finalement au fur et à mesure du temps anobli, encouragé, discuté, scientificisé, voilà. Donc, et c'est exactement ce qui se passe avec le terrorisme islamiste du Hamas. C'est vraiment, ça me laisse sans voix. J'en profite pour saluer Harold Iman qui nous a rejoint. On fera un point dans quelques instants, Harold, sur ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain aussi. Mais on continue le tour de table sur cette affaire qui est révoltante. Kevin Bossuet. Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi, ce qui me marque quand même, c'est la censure. On censure un film sur le 7 octobre. Rappelons ce que c'est que le 7 octobre. C'est le plus grand pogrom dans l'histoire des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça me fait penser à ce qu'ont vécu les Juifs après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà l'atrocité de la Shoah, quelque chose d'insupportable. Et quelques mois, quelques années après, on leur racontait que cela n'avait jamais existé. Ils devaient prouver notamment la cause d'une souffrance qui était indescriptible. J'ai vu il y a quelques semaines les images de ces otages, David Eviatar et Rom Bralavski, qui étaient affamés, qui étaient squelettiques, ces vidéos d'otages qui m'ont rappelé directement les images des camps de concentration et d'extermination nazis. Voilà, on ne retient rien de l'histoire. L'histoire bégaye, la gauche se tait, les antisémites frétillent et le monde en grande partie détourne encore une fois les yeux, et c'est évidemment inqualifiable et c'est évidemment insoutenable. Mais que faut-il
pour que nous prenions conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde. Là, on parle du Canada, où il y a une explosion des actes antisémites. On peut parler de l'Europe, où il y a aussi cette même explosion. Mais on est en train de revivre ce qu'on a connu dans l'histoire. Et moi, je suis écœuré et j'ai une pensée, encore une fois, pour tous les Juifs du monde. Et pendant les vacances, je suis allé en Roumanie, je suis allé en Hongrie. J'ai pu parler notamment à beaucoup de Juifs qui sont profondément meurtris et qui ne comprennent même pas ce qu'il se passe. Ils pensaient que la Shoah était derrière eux. Là, ils se rendent compte que finalement, la Shoah est encore là à travers le 7 octobre. Et en plus, ils ne sont même pas défendus parce que les gens sont lâches et les Occidentaux n'ont rien compris à l'histoire et n'en ont rien retenu. Que dire d'autre? Moi, je suis estomaqué face à cette faiblesse, face à ce laxisme, face à cette lâcheté, face à cette soumission. C'est indigne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous ouvrions cette émission avec cette affaire. Je vous donne la parole, je vais vous faire agir dans quelques instants, Joseph et Guillaume. J'aimerais vous faire entendre la réaction de Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de Libre Média au Québec. Justement, on a posé la question comment la chose était vécue là-bas. Finalement, le Hamas possède des droits d'auteur que le réalisateur ne peut pas utiliser. Donc, c'est le prétexte de la légalité, le prétexte de la sécurité pour finalement se conformer, s'aligner sur le discours, en fait, la pensée islamiste. La censure islamiste s'impose au Canada. Récemment, vous savez, en juin, il y a eu une conférence à Montréal annulée de Mme Florence Bergeau-Blaclair, donc qui a été annulée pour des raisons de sécurité. Donc, il y a beaucoup de menaces qui sont faites à l'égard des gens qui osent critiquer l'islam, etc. Donc, évidemment, il faut remettre ça dans le contexte de l'affrontement entre le Hamas et Israël, mais on est devant un prétexte, c'est-à-dire le prétexte de la légalité, le prétexte de la sécurité pour éviter potentiellement des manifestations pro-palestiniennes qui effectivement se multiplient sur les campus, un peu partout dans l'espace public. Joseph Touvenel, beaucoup de menaces à l'égard de gens qui menacent l'islamisme, nous dit notre confrère de... Le Festival de Toronto, qui se définissait comme un espace de liberté, nous fait la démonstration qu'en fait, ça devient un espace de soumission et de lâcheté. En fait, il devrait carrément nous dire les choses. La vérité, c'est on a la trouille, on a des gens puissants en face de nous qui nous font des menaces, qui peuvent aller jusqu'à la mort, on le voit dans les attentats. Et donc, on n'a ni le courage intellectuel, ni le courage physique pour exister à ces menaces et à ces pressions. C'est ça la réalité. Voilà. Mais c'est la réalité d'une grande partie de l'Occident. On le voit au Québec, mais on le voit ailleurs. On le voit ailleurs, bien sûr. On le voit aussi en France. C'est tellement grossier que j'ai presque envie d'en rire et de me demander, mais est-ce que la famille d'Henri Schindler a payé des droits d'auteur à Claude Lanzmann pour son film La Shoah? Voilà, on en est là. Non, mais c'est vrai. C'est totalement délirant. Délirant, mais grave et significatif. Guillaume. Le directeur du Festival de Toronto, à l'évidence, cherchait un prétexte pour justifier sa reculade, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire la peur. Ce qui est effarant, c'est qu'il n'est pas pensé qu'il allait scandaliser en employant cette argutie juridique qui est la question du droit d'auteur. Ça montre une confusion intellectuelle, une fin de la distinction entre l'agresseur, l'agressé, le terroriste et la démocratie libérale attaquée qu'est Israël, qui est vraiment inquiétante. Mais je crois que votre interlocuteur québécois a très justement rappelé que le multiculturalisme, c'est la doctrine officielle au Canada. Et donc, il se trouve que c'est un terreau qui est favorable à ces dérives. Pourquoi? Parce qu'il a été décidé une fois pour toutes que le fort, qui est oppresseur par nature dans cette affaire, est Israël, et le faible, qui est la victime à qui on doit tout pardonner. Et si jamais elle commet une faute ou il la disculper parce qu'elle est victime, c'est la partie palestinienne du conflit. Donc, cette vision très manichéenne, très binaire, très simpliste de la situation au Proche-Orient favorise aussi cette dérive. Alors, devant le tollé, précisons quand même que le directeur est en train de faire, semble-t-il, machine arrière et promet qu'il va étudier les le mal est fait, juridiques. Le mal est fait. Il aura du mal à récupérer la chose. Le mal est fait. Et c'est le plus effarant, c'est que, en effet, il est dans un état d'esprit où il institue le Hamas comme interlocuteur légitime, en quelque sorte, puisqu'il a sincèrement cru que cet argument juridique
n'allait pas heurter. C'était impossible. Justement, en réaction du ministre israélien des Affaires étrangères, je vais vous la lire. Ce festival aurait demandé à Hitler ou à Goebbels les droits d'auteur sur les images d'Auschwitz. Cette décision vicieuse et écœurante doit être annulée immédiatement. Ça fait sens à l'argument que vous avez utilisé, mon cher Joseph Touvenel. C'est même plus un argument. Voilà. C'est tellement désolant, mais ça veut dire que je crois que cette petite élite ne se rend pas compte du sacrifice des générations précédentes pour nous permettre d'être en liberté. En fait, c'est aussi un crachat sur tous ceux qui se battent contre les totalitarismes et qui se sont battus contre les totalitarismes. Il faudrait qu'ils réalisent cela aussi. C'est absolument insultant par rapport à tous ceux... Alors, par rapport aux victimes du 7 octobre et à ceux qui sont toujours enfermés par le Hamas, mais pour tous ceux qui se battent pour la vraie liberté, que ce soit la liberté de pensée et physique, c'est vraiment absolument insultant de reconnaître de la sorte un mouvement terroriste dictatorial. Mais je crois que le cœur du problème, si je puis dire, pour ce documentaire, c'est qu'il faisait mettre le spectateur en empathie avec la partie israélienne, avec ce qu'avaient vécu ces gens, à travers un exemple d'héroïsme individuel de quelqu'un qui n'a pas attendu les ordres de personne pour sauver les siens, prendre sa voiture, son arme et faire le maximum pour sauver tous ceux qui pouvaient l'être. Or, ce qui heurte, c'est ça qui heurte profondément les militants, tous les activistes pro-palestiniens, c'est qu'ils ont décidé que seuls des Palestiniens avaient droit à la qualité de victime. Il ne pouvait pas y avoir de victimes dans leur esprit, il ne peut pas y avoir de victimes israéliennes. Et donc, après, il fallait bien habiller, trouver des arguments pour justifier cette censure. Et le témoignage de la vérité gêne. Le témoignage de la vérité gêne. Oui, c'est ça. Montrer certains faits gêne. C'est ça aussi l'histoire. Oui, hein, oui. C'est ça. Et vous savez, Thierry, moi j'en veux moins à ces militants pro-palestiniens qui sont souvent des antisémites avérés que finalement aux gens qui se taisent, aux gens qui ont peur, à tous ces pleutres qui voient l'antisémitisme, qui voient ces excès et qui décident de se taire par confort idéologique ou par confort social. Combien de gens me disent « mais je sais que ce qui est en train de se passer, c'est horrible, l'antisémitisme est en train de monter, les juifs sont en train d'être marginalisés, mais que veux-tu que l'on fasse? Que veux-tu que je dise? Et si je prends la parole là-dessus, tout de suite on va me stigmatiser, on va m'insulter, on va me mettre de côté. » Mais ça, ce sont des lâches, les mêmes lâches que l'on a connus, notamment dans des périodes les plus sombres, qui voyaient les juifs se faire déporter, finalement, sans jamais rien faire, sans jamais rien dire. Et quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on est en train de vivre, c'est une guerre de civilisation. On attaque évidemment ici la démocratie, on attaque les valeurs humanistes, on attaque nos libertés, et à travers les juifs, on attaque évidemment notre civilisation. En France, nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, et moi, ce qui me choque, c'est qu'on est tellement dans une société individualiste que le sort du voisin aujourd'hui nous indiffère. Et heureusement qu'il y a des voix pour se lever, pour défendre la communauté juive, pour défendre encore Israël. Et quand je vois ce qui est en train de se passer sur les médias de service public, je me dis mais c'est incroyable, c'est de la désinformation massive. Et vous avez même des intervenants qui reprennent la propagande du Hamas. C'est juste incroyable. Et quand, sur l'affaire de la famille, etc., évidemment, ce qui se passe à Gaza est horrible. Évidemment, il y a beaucoup de Gazaouis qui souffrent, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de propagande. Et quand les sources de ce qui est repris dans les médias mainstream, dans certains médias mainstream, ce sont des sources qui proviennent directement du Hamas, je me dis qu'il y a quand même des questions à se poser vis-à-vis de la déontologie journalistique. Et je me demande si ces gens ne sont pas plutôt des militants déguisés en journalistes. Et très très doué sur la communication et sur les réseaux sociaux. Et je me souviens qu'on l'avait évoqué dès le lendemain du 7 octobre. Parce qu'il y avait... C'est un combat pour la vérité. Ça touche Israël est au cœur aujourd'hui, mais c'est un combat pour la vérité, pour la façon dont on peut exprimer la vérité et dont on peut avancer des arguments. Après tout, on a le droit de nous dire « je suis pas d'accord », mais c'est vraiment un combat de notre civilisation qui a toujours aussi été une civilisation de l'écoute, du respect et du dialogue. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des positions très fermes. Et là, on est en train de tout nous tuer. Donc, c'est un combat civilisationnel qui va plus loin que le conflit israélo-palestinien. Deux mots rapides, parce que Harold est là et je voulais qu'on évoque... Non, c'était simplement pour dire qu'il y a aujourd'hui des partis politiques, parce qu'on parlait d'avancée du totalitarisme, mais il y a des partis politiques aujourd'hui qui ne considèrent plus les citoyens comme étant des citoyens, mais comme des fidèles. C'est ça, en réalité. C'est aussi...
parce que, et ça c'est André Siegfried qui avait très bien montré à quel point lorsque le facteur religieux entre dans les interactions politiques, il devient extrêmement puissant. Il avait illustré ça sous la Troisième République. Et aujourd'hui, on voit, on observe, on se contente d'observer l'avènement d'un totalitarisme sans fracas qui se fait par le renoncement de nos élites. Parce que si elles voulaient, si elles se donnaient les moyens, elles pourraient essayer d'enrayer ce phénomène d'antisémitisme qui sévit à travers le monde. Je ne parle pas, encore j'escamote l'horreur de ce film de Toronto, mais je veux dire, plus les jours passent et plus on croit avoir touché le fond et en réalité on ne le touche jamais assez finalement. Et il faut saluer notamment certains de nos dirigeants qui osent prendre la parole pour lutter contre l'antisémitisme, comme Aurore Berger l'a fait avec les assises contre l'antisémitisme et comme Philippe Tabarot a réagi hier par rapport justement à ce contrôleur aérien. Donc heureusement qu'en France, il y a des élus, des ministres qui prennent la parole pour essayer de faire barrage contre l'antisémitisme, parce que c'est au-delà même d'un totalitarisme, ce qui se passe, c'est également une décivilisation, un marqueur très très fort du symptôme de décivilisation en France, en Occident d'ailleurs. Très, très rapidement, Harold Iman est avec nous, jour J-1, pour cette fameuse rencontre. Hier, donc, il s'est passé un grand nombre de rencontres, visio, etc. On voit tout ça avec Anaïs Baucher et ensuite on voit les enjeux. Que faut-il attendre? On va faire quelques supputations avec vous, mon cher Harold Iman, mais d'abord Anaïs Baucher. C'est une coalition européenne qui s'est tenue ce mercredi. Dans l'après-midi, plusieurs réunions se sont enchaînées avec différents dirigeants européens. D'abord avec Volodymyr Zelensky en visioconférence depuis Berlin, puis avec Donald Trump. L'objectif, faire entendre leur voix sur le sujet de la guerre en Ukraine avant le sommet prévu en Alaska ce vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un échange efficace, selon Emmanuel Macron. La volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Des échanges qui interviennent au lendemain de la plus grande progression en 24 heures des forces russes sur le territoire ukrainien depuis plus d'1 an. Satisfait de cet appel, le président américain a affirmé ce mercredi vouloir organiser une rencontre entre les dirigeants russes et ukrainiens en fonction du déroulé du sommet en Alaska. Si la première réunion se passe bien, nous en organiserons une deuxième rapidement. J'aimerais le faire presque immédiatement et nous aurons une deuxième réunion rapide entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même s'ils souhaitent que je sois présent. Donald Trump a également averti que la Russie ferait face à des conséquences très graves si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre. Pour Volodymyr Zelensky, des sanctions renforcées doivent être mises en place si la Russie refuse une trêve. De son côté, Moscou a jugé insignifiantes ces consultations entre Américains et Européens. Harold, alors, à quoi faut-il s'attendre? Je suis désolé de vous poser les questions, mais voilà, à quoi faut-il s'attendre demain? Alors, pour les Européens, c'est l'occasion de négocier un cessez-le-feu. Et pour Donald Trump, c'est l'occasion de prendre contact, d'écouter ce que Vladimir Poutine a à lui dire, mais il ne faut pas s'attendre à un cessez-le-feu tout de suite en Alaska, à Anchorage. Cependant, le président Trump a dit, mais tout de suite après, on pourrait aboutir à quelque chose, et Zelensky serait là, et Poutine, et peut-être même moi aussi. Bon, il fait un peu de sarcasme, un peu drôlatique, évidemment qu'il sera là. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Vladimir Poutine? La presse russe officielle dit que c'est une rencontre tout à fait logique, tout à fait bonne. Ce n'est pas l'événement du siècle. C'est tout à fait normal de faire les 86 kilomètres qui séparent le bout du Kamtchatka de l'Alaska et aller dans une base américaine en Alaska. Enfin, il faut quand même essayer d'imaginer à quoi ça ressemble. Vladimir Poutine dans une base américaine. Bon, on aurait pu trouver des pays neutres. Il y en a tout plein. Et donc, on peut se demander si Vladimir Poutine va avoir le dessus sur Donald Trump. C'est pas facile d'avoir le dessus sur Donald Trump, mais Vladimir Poutine est très, 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 très bien informé de tous ces dossiers et il sait complètement dérouter son interlocuteur. Donc, on ne sait pas ce qui pourrait en sortir du tout. Et voilà, les Européens espèrent, en parlant à Trump tout de suite après, le rattraper un peu s'il dérivait
Donald Trump. Mais il est sûr que rien ne se fera sans le leadership de Donald Trump. Il a la puissance, il a le pays, il a la volonté et il a l'oreille de Poutine et des Européens. C'est évidemment Je crois que ça, on avait compris, hein, que rien ne pouvait se passer sans le leadership de Donald Trump. Mon cher Harold, hein, évidemment, et vous avez raison de le rappeler. Guillaume. Oui, pour cette rencontre est déjà en soi un succès pour Vladimir Poutine, puisqu'il rompt son isolement et il est reconnu comme un interlocuteur légitime par Trump, alors que jusque-là, il était mis en quarantaine par ce qu'on appelait jadis le monde libre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc c'est déjà en soi un énorme changement. Ensuite, il a un grand avantage sur Trump, c'est qu'il n'est pas pressé. Il n'a pas de problème, il n'a pas de compte à rendre devant des électeurs, il n'a pas d'élection de mi-mandat avec des succès dont il faut se prévaloir, comme Trump dans un an. Voilà, il a le temps pour lui, et évidemment, un régime autoritaire est toujours avantagé par rapport à une démocratie libérale dans ce genre de négociation. Cela dit, Trump, non seulement il a tous les atouts qui viennent d'être évoqués, mais en plus, il n'a plus de vrai contre-pouvoir face à lui pour le moment aux États-Unis. Tout son parti est aux ordres derrière lui. L'administration a été épurée des éléments les plus hostiles à sa politique. Les professionnels qui désapprouvent ses choix se taisent pour le moment. Et donc, le suspense est entier. Le suspense est entier.